Épisode 459, deuxième épisode de la 11e saison des Technos que de chiffres. Et pour cet épisode, on va retrouver deux grands malades, parce qu'ils le sont, en fait. Je suis malade. Voilà, un Suisse malade d'un côté, avec une voix rauque d'outre-tombe, de l'autre côté aussi un peu nasillard. Johnny, non, Aurélien, qui était aussi un petit peu, c'est un peu pris du nez comme ça, un peu. Oui, un peu enroué. C'est les premiers froids là, ça nous a. Oui, c'est une vague de froid. Il y a une vague de froid. On l'a pas vu venir. Hein. C'est l'été indien, ce sera pour plus tard à mon avis. C'est pas pour tout de suite. Ce sera plutôt en novembre, quelque chose comme ça. ça va pas le faire du tout. Nouvel épisode. Donc, il y a plein de choses dans le programme. On parlera de Steve Jobs et sa démission. C'était il y a tout juste 39 ans. On parlera de vélo à assistance électrique avec un invité, l'invité d'Aurélien en l'occurrence, pour parler de l'évolution du vélo électrique. Il y a plein d'autres choses aussi, parce que vous avez vous aussi fait votre veille évidemment et collecté quelques informations dont vous voulez nous parler. Et comme la semaine dernière, si vous le voulez bien, on entame l'épisode avec la nouveauté, l'une des nouveautés de cette saison, à savoir le bloc-notes. Parce que moi aussi je lis. C'est parce que moi aussi je découvre des choses et que j'ai aussi envie de partager, si vous le voulez bien. Le bloc-notes, première partie, parce que ce sera en deux parties cette fois-ci. Vous allez voir si je retrouve le pointeur de ma souris. Bah oui, c'est bien, c'est cool. Allez, c'est parti. On commence avec Apple qui a développé et dévoilé cette semaine, ce lundi, la nouvelle gamme d'iPhone 16 avec le système d'exploitation iOS 18 intégrant l'intelligence artificielle AI comme Apple Intelligence comme c'est fin. Les nouvelles fonctionnalités clés de l'iPhone 16 incluent un capteur amélioré de 48 mégapixels pour l'iPhone 16 Pro, un nouveau bouton caméra control situé sur la tranche droite, il permet de lancer rapidement l'appareil photo et de zoomer, un processeur A18 Pro gravé en 3 nanomètres intégré à un Neural Processing Unit, NPU, pour optimiser les performances liées à, devinez quoi, l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a, oui, une intelligence artificielle générative intégrée pour les fonctionnalités comme l'assistance à l'écriture, la retouche photo et des notifications résumées. Un écran agrandi de 6,3 pouces pour le Pro, de 6,9 pouces pour le Pro Max et enfin de nouvelles fonctionnalités d'IA pour ajuster les photos et personnaliser les styles d'image. Notons que l'AI Apple Intelligence ne comprendra le français que courant 2025, on n'a pas la date exacte. Les écouteurs AirPods 4 ont été présentés avec de nouvelles fonctionnalités comme la réduction active du bruit, un processeur H2 qui permet d'activer l'IA pour améliorer la qualité des appels en réduisant les bruits environnement. Une nouvelle fonctionnalité d'aide auditive permet d'amplifier les voix et d'ajuster automatiquement le son en fonction justement de l'environnement. La nouvelle Apple Watch série 10 fête ses 10 ans, c'est pour ça que la présentation avait d'ailleurs été avancée d'un jour pour coïncider avec cette date. 10 ans avec un design plus fin et de nouvelles fonctionnalités comme des capteurs pour améliorer le suivi de la santé, y compris des fonctionnalités avancées de surveillance du rythme cardiaque et de l'oxygénation du sang, une vraie petite infirmière. De nouvelles options pour le suivi de l'activité physique et de l'entraînement avec des analyses plus détaillées, l'amélioration de l'autonomie de la batterie, l'utilisation de l'intelligence artificielle encore pour des fonctionnalités personnalisées comme des conseils santé et fitness. Et pour finir, plus d'options de personnalisation pour les cadrans permettant aux utilisateurs de choisir des designs qui leur correspondent de mieux. Thierry, tu as suivi cette keynote, tu voulais nous dire un petit mot rapide ? Oui, voilà une petite réflexion, une keynote en demi-teinte parce que c'est un doux mélange entre les innovations technologiques, enfin techniques et physiques avec ce nouvel iPhone et quand même beaucoup de choses qui seront amenées par iOS 18 que j'ai la chance de tester depuis déjà maintenant plusieurs mois. Donc ça m'a laissé un petit peu sur ma faim parce que voilà, c'est le son de cloche qu'on voit sur les réseaux, c'est oui, mais il y a quand même beaucoup du côté de iOS que les choses vont bouger et pas forcément du côté du matériel. Encore un nouvel iPhone, dira-t-on. Voilà. Un jour, je vous parlerai du bon usage de la bonnette sur le micro, mais c'est un détail. On en reparlera. Alors, c'est clair que ça serait utile.
Oui, là, pour le coup, ce serait très utile. Xavier Niel, le fondateur du groupe Iliad, Free si vous préférez, devient membre du conseil d'administration de ByteDance, la société mère de TikTok. Bien qu'il soit désormais membre du conseil d'administration, on ignore le rôle qu'il jouera au sein de ByteDance, car il ne détient pas de participation dans l'entreprise, paraît-il. Par contre, sa présence dans le conseil d'administration pourrait permettre à l'entreprise chinoise de renforcer son influence en Europe, où TikTok fait l'objet de suspicions et d'enquêtes, etc. On n'a pas d'informations sur la valeur du jeton de présence de Xavier Niel, un peu plus qu'un pourboire, ça on s'en doute. Retour sur l'affaire Pavel Durov. Le 24 août dernier, vous le savez, Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a été arrêté à l'aéroport du Bourget et détenu 80 heures. Il a fait l'objet de 12 chefs d'accusation, dont la plupart pour complicité de divers crimes graves liés à la modération laxiste de Telegram. Suite à son arrestation, Telegram a revu certains aspects de sa modération, ajoutant notamment un bouton « Signaler » pour les contenus illégaux. Cette affaire soulève des questions sur la responsabilité personnelle des créateurs de technologie qui pourrait impacter d'autres acteurs du secteur, tels que par exemple Elon Musk, on s'en doute un petit peu avec X bien entendu. Abus de position dominante en Grande-Bretagne, Google est accusé d'avoir utilisé sa position pour favoriser ses propres services publicitaires causant un préjudice à la concurrence. La CMA, la Competition and Market Authority, l'équivalent de l'autorité de la concurrence française mais au Royaume-Uni, estime que ces pratiques désavantagent les concurrents et compromettent l'équilibre du marché. Google pourrait faire face à une amende pouvant atteindre 10% de ses revenus annuels mondiaux, si la CMA conclut que l'entreprise a enfreint donc les règles de la concurrence. Google conteste évidemment la décision et prévoit de répondre en conséquence. Et puisque je vous parle de Google, sachez-le, googler disparaît du langage. On apprend cette semaine que le verbe googler n'est plus vraiment utilisé par les jeunes de la génération Z. Si, et qui préfèrent dire faire une recherche sur Internet. Donc les jeunes parlent le français, c'est bien. Cette tendance a été reconnue par Google lui-même, qui admet que son moteur de recherche fait face à la concurrence des réseaux sociaux, comme TikTok ou Instagram chez les jeunes. Le verbe googler est apparu pour la première fois dans la culture populaire en 2002, dans la série Buffy contre les vampires, et a ensuite été officialisé et ajouté au dictionnaire en 2006, si je ne dis pas de bêtises. On reprendra un paquet de brèves d'ici quelques instants, mais je sens que quelqu'un a envie de parler. Et ce quelqu'un, c'est Thierry qui veut nous parler, tiens, d'intelligence artificielle. Encore. Je vais te demander de parler bien au-dessus. Je vais te demander de parler bien au-dessus de ton micro, Thierry. Oui, j'avais compris le message. Voilà, c'était un peu subliminal. Oui, non. Pour ceux qui n'ont pas l'image, en fait, si jamais moi j'ai chopé froid, c'est parce que je m'étais habitué à tourner ces podcasts tout nus. Tout nu, bah oui, bien sûr. On est d'accord. On revient à l'image, on est obligé. Avec le retour de l'image, maintenant, on voit que tu n'es pas chez toi, bien tranquille, mais dans un fourgon aménagé, et donc ceci explique cela. Intelligence artificielle, Thierry, quand ce sont les femmes qui trinquent, on parle d'emploi, en Suisse en particulier, puisque l'étude est suisse. Exactement, une étude menée conjointement avec Google et Économie Suisse. Alors déjà tout de suite, je vais faire un petit disclaimer pour parler bien français. J'ai été très déçu de pas arriver à mettre la main précisément sur cette étude. En fait, elle est publiée, elle a existé. C'est sous l'impulsion de Google Suisse qu'elle a été mise en place, commanditée par Économie Suisse, qui est un organisme en Suisse qui défend effectivement et qui met en avant les aspects économiques de notre pays. Et ils sont venus sur l'idée de se dire comment on pourrait quantifier l'impact de l'intelligence artificielle ici en Suisse. Et une des grandes conclusions qui sort de cette étude, c'est le fait que c'est les métiers des femmes qui vont en pâtir, puisque beaucoup de ces métiers, on parle de métiers dans l'administration, pas forcément de fonctionnaires, mais des travaux administratifs, on va dire, sont des travaux qu'on va pouvoir automatiser. Dans cette étude, on parle aussi de l'impact en général sur le monde du travail, mais on parle aussi des avantages. Il y a une réelle opportunité, on parle une hausse d'un PIB, d'un produit intérieur brut qui pourrait monter à 11% de ce qu'on a actuellement sur les 10 ans à venir.
Je suis très perplexe parce que ça fait envie, ça fait comment dire réfléchir, mais on a toujours un train de retard en Suisse sur des décisions qu'on pourrait prendre plus rapidement. Il va falloir se dépêcher pour mettre la main sur ces opportunités. Puis sur le monde du travail, eh bien il va falloir, je pense, passer par quelque chose qui est indéniable, c'est la formation, c'est la sensibilisation. J'ai encore beaucoup de gens autour de moi. Des monsieur, madame, tout le monde, on va dire, qui sont pas au clair avec les risques et les opportunités qu'offrent ces technologies, en tout cas démocratisées. Et puis, en marge de tout ça, on aime rappeler que les enjeux économiques, eh bien, il y a certains chercheurs, les grandes écoles, qui sont à fond là-dessus, puisque à Lugano, dans le Tessin, la partie italophone de notre pays, on abrite le plus gros supercomputer d'Europe. Et donc, on va pas l'utiliser juste pour faire joli ou bien jouer comme ça au tic-tac-toc, mais bel et bien le mettre en œuvre, le mettre à l'épreuve pour justement relever les défis de l'intelligence artificielle, puisque on en avait parlé dans un autre épisode des Technos, c'est un des plus gros calculateurs équipés en GPU justement pour traiter les modèles larges modèles de langage. La crainte sur les emplois par rapport à justement ce que ça peut générer, comme je vous le disais, elle va passer par la sensibilisation, l'éducation pour faire comprendre justement ce qu'on va pouvoir faire ou les pièges qu'il va falloir éviter pour faire que ça impacte pas. La contrebalance, pour terminer en conclusion, Économie Suisse se plaît à dire que c'est pas tout à fait leur terme, mais entre guillemets, c'est un moindre mal par rapport à tous les avantages qui vont pouvoir être mis en œuvre par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle en Suisse. Dans le cas précis, encore une fois, je pense qu'ils ont beaucoup de boulot au niveau communication, éducation et sensibilisation. Mais voilà, l'avenir nous le dira, on a 10 ans devant nous. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi, enfin, on en avait déjà parlé également, et on en reparlera certainement, les avancées technologiques ne sont pas nécessairement, et même relativement rarement, cause de perte d'emplois quand on prend de manière très large. C'est-à-dire que des emplois perdus d'un côté sont rattrapés de l'autre parce qu'on crée de nouvelles fonctions, etc. Donc, voilà. Mais ce serait dommage qu'effectivement, et c'est peut-être le sens aussi de cette étude, que ce soit au détriment d'un genre par rapport à un autre. En l'occurrence, ici, les femmes qui perdraient plus facilement leur emploi parce qu'ils seraient plus visés par les intelligences artificielles. De nouveau, comme je te rejoins, et je pense qu'Aurélien sera de mon avis, l'éducation, de nouveau, comme on disait avant, l'éducation aux médias, mais maintenant l'éducation aux IA, va être de plus en plus indispensable. Aurélien, tu voulais peut-être rajouter un truc ou pas, ou dis-moi. L'éducation aux IA et à la technologie, de toute façon... de manière générale. De manière générale. Et moi, j'aime voir qu'en fait ce qu'on fait par les technos ou par d'autres actions qui est de sensibiliser à la technologie, de plus en plus de gens s'y intéressent et de plus en plus de filles et de femmes s'y intéressent. Donc, c'est important. C'est toujours bon. C'est dingue, j'ai envie de vous tendre à tous les deux un mouchoir. un petit mouchoir, un petit grog, ça va aller, vous inquiétez pas. Une bonne idée ça, Aurélien. Tu voulais nous parler du Bluetooth 6.0. C'est la nouvelle norme Bluetooth qui vient d'être publiée, le Bluetooth Core. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que ça a de particulier, le Bluetooth 6.0? Oui, moi je vais le traiter suivant un axe particulier parce que déjà c'est une norme, donc les devices sont pas encore là et seront pas encore là. Voilà. Et puis on a de plus en plus autour de nous de périphériques qui peuvent fonctionner en Bluetooth et force est de constater qu'ils sont de plus en plus petits aussi. Oui. Vous prenez des écouteurs, vous prenez les petites enceintes, un tas de choses, et on en a partout autour de nous. Et outre le fait qu'avec le Bluetooth 6, on va avoir des communications, enfin des devices qui seront moins gourmands en énergie et qui permettront d'avoir des débits plus élevés, et notamment pour l'audio, Marc, ça peut t'intéresser, le Bluetooth 6 permettra encore une diminution de la latence, puisque forcément, transmettre de l'information, codage, décodage, voilà, ça nécessite forcément
du temps, et ce temps, si vous avez 2 enceintes, il faudrait qu'elle soit, au moins qu'elle diffuse la musique de manière à peu près synchronisée. Voilà. Oui. Mais en fait, c'est pas ça dont je vais vous parler, c'est d'une fonctionnalité qui s'appelle le channel sounding. Alors, à quoi sert cette fonctionnalité? Elle sert tout simplement à localiser la position d'un appareil Bluetooth par rapport à un autre appareil de manière centimétrique. En tous les cas, c'est ce qu'on vous annonce, c'est ce qu'on vous promet par la norme. Alors, vous allez me dire, oui, mais jusqu'à présent, les AirTags, ça existe. Quand sur un iPhone, j'ai appris, tiens d'ailleurs, que sur un iPhone 11, donc c'est pas tout jeune, l'iPhone 11, on utilise une autre technologie qui s'appelle l'UWB, l'Ultra Wideband. Lorsque vous faites un AirDrop avec quelqu'un, vous voulez envoyer un fichier, un contact à quelqu'un par AirDrop sur un iPhone 11, et votre iPhone 11, il se sert de l'UWB pour localiser l'appareil Apple le plus près de votre iPhone. Donc, il existe déjà d'autres protocoles qui servent à ça. Il existe aussi le Wi-Fi RTT qui permet aussi de connaître la distance entre l'émetteur et le récepteur. Alors, comment ça marche tout ça? On parle de radiogoniométrie. Alors, goniométrie, c'est l'étude des angles. Et donc, c'est les angles des ondes radio. Une antenne Bluetooth 6, ça sera composé d'au moins 2 antennes. Pourquoi? Parce que on va regarder, le device va regarder sur ces 2 antennes quel est l'angle d'attaque de l'onde qu'elle reçoit. Et donc, en recevant sur 2 antennes qui seront placées de manière judicieuse, la même onde, on va savoir non seulement, on va savoir l'angle d'attaque et d'où vient l'onde reçue. Souvenez-vous, si vous avez, comme moi ça m'est arrivé, cherché à développer des appareils Bluetooth, la seule chose qu'on avait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'était le fameux RSSI, Received Signal Strength Indication, qui est en fait la force du signal que vous recevez. Et d'après le niveau, enfin la force du signal que vous recevez, vous en déduisez qui est le plus près. Mais ça, c'est... Oui. Voilà. Mais on ne sait pas où. Voilà. En fait, là, on a les 3 éléments. On a la distance, parce que j'imagine que cette valeur-là, on la garde, et on a l'angle, donc on va pouvoir définir où se trouve voilà. Alors, c'est ça. Souvenez-vous aussi, il y avait eu toute une histoire à l'époque du Covid. Vous vous souvenez qu'il fallait avoir tous anti-Covid l'application de votre smartphone, et avec ce fameux RSSI et le Bluetooth activé, vous pouviez savoir si vous étiez cas contact en sachant à quelle distance, avec la force du signal, vous étiez des personnes. Donc ça, je ne le souhaite pas, mais imaginons qu'il y ait une nouvelle épidémie de Covid. Avec le Bluetooth 6, on sera quand même beaucoup plus précis sur ce genre de choses. Alors, pour ça, vous lirez, je vous ai mis dans la description un article technique qui explique les différentes façons dont ça fonctionne et une vidéo assez bien faite, elle est en anglais mais assez bien faite, qui vous explique techniquement comment ça fonctionne. Et ça, j'ai trouvé la vidéo très bien faite. En résumé, il y a deux systèmes. Le système PBR, Phase Based Ranging, donc là, l'émetteur envoie au récepteur des sinus à différentes fréquences. Le récepteur doit faire écho et renvoyer ces sinus à différentes fréquences à l'émetteur, et l'émetteur compare les phases entre les signaux de départ et d'arrivée, et du coup, plus ça met de temps, plus les signaux sont déphasés, et donc comme ça, il peut en déduire la distance. Et ça peut être couplé à le même principe, sauf qu'au lieu d'envoyer des sinus, on envoie des paquets avec des clés cryptographiques, et donc du coup, on envoie à un récepteur un paquet avec une clé cryptographique, le récepteur fait miroir et lui renvoie, et on mesure le temps qui ça a fait la boucle. Et bon, alors tout ça, ça permettra aussi de sécuriser de manière beaucoup plus fiable le Bluetooth. Aujourd'hui, il y a plein d'usages qu'on n'est pas prêt, dont on n'est pas prêt. Par exemple, le Bluetooth 5, aujourd'hui, on serait prêt à ne plus avoir de clé de voiture et à utiliser son téléphone pour ouvrir sa voiture, la démarrer. Je sais que c'est possible sur des Tesla, mais aujourd'hui, les constructeurs grand public ne sont pas prêts de passer à ça. Et pourquoi? Parce que
il peut toujours y avoir le main in the middle, donc un autre device qu'on met qui se situerait entre le smartphone et la voiture et qui pourrait intercepter et donc hacker la voiture. Et donc ce Bluetooth 6 avec ces notions-là, ces notions on pourrait faire la distinction, de distinction avec la distance connue de manière très précise. Donc pour l'instant, je vous dis, c'est pas dans les devices parce que c'est pas prêt. Est-ce que c'est la fin des AirTags parce que ce Bluetooth 6 va quelque part populariser toute la technologie que Apple a mis dans ses AirTags? Je ne sais pas. Il y a des articles, vous verrez dans notre veille, il y a des articles en ce sens. Voilà, tout est posé. Maintenant, ça ne sera pas demain. Et ça reste très intéressant de comprendre comment tout ça fonctionne. Bien sûr. C'est très étonnant. Hein. Enfin, ce truc qui, au départ, on s'était dit, Bluetooth, oui, bon, voilà, hein, on peut transmettre du son, encore une qualité très très moyenne, une certaine distance, pas très très loin. Et finalement, on se rend compte que c'est assez riche. Enfin, en tout cas, la norme évolue et est assez riche. Je voyais Thierry Opinet du Chef, un truc à rajouter sur cette question ou pas? Oui, c'est amusant que Aurélien tu fasses référence au AirTag parce que le hasard du calendrier fait que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu des AirTags dans un magasin français avec 4 lettres, hein, pour pas leur faire de la pub, moins cher. Donc on était vers les $40 ou 40 €, c'était descendu à 35 et là maintenant ils sont moins de 30 balles. Donc pour 28 €, vous pouvez vous acheter un AirTag. Est-ce le début de la fin? On le saura. Non, mais c'est vrai que ça amène plein de choses et surtout je vois là une belle opportunité d'uniformiser tout ça, puisque on pourrait imaginer que d'un OS à un autre, le Bluetooth derrière qui aura sur tous ces appareils pourra servir entre autres à de la géologue précise d'objets sans devoir passer par un device. Mais pourquoi pas? Oui, c'est ça. Device polluant s'il en est, parce que le AirTag et ses équivalents, parce qu'il n'y a pas que le AirTag, il y a d'autres monnaies. C'est un morceau de colle avec des composants à l'intérieur. C'est juste impossible à recycler. Et c'est perdu une fois que c'est foutu. Ce qui est voilà. Si on peut s'en dispenser, c'est pas plus mal. Quoi. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien? Non, je voyais s'agiter tout d'un coup. Oui, non, mais moi j'imagine il y a bien quelqu'un qui a déjà pensé à faire des AirTags dans une autre marque multi-OS. Oui, ça existe. Ça existe déjà. Oui, bien sûr. Mais c'est très peu utilisé dans le monde Android. On n'est pas très, on n'a pas envie de fliquer les gens ni les objets. On aime bien perdre ces objets. Celui-là, si je pouvais le perdre, j'en peux plus. Allez. Ah ben oui, parce qu'il y avait une partie 1. Forcément, il y a une partie 2. Le bloc-notes partie 2. Spotify accuse Apple de restreindre l'accès de ses utilisateurs au contrôle de volume via le bouton d'iPhone, une fonctionnalité pourtant basique. Est-ce que j'en ai pas déjà parlé? Il me semble, hein? Non. Si? Non, je sais plus. Spotify estime qu'Apple cherche à favoriser son propre écosystème au détriment du service tiers, ce qui pourrait contrevenir aux réglementations européennes en matière de concurrence. Spotify a invoqué le Digital Market Act pour dénoncer ce qu'elle considère comme une atteinte à l'interopérabilité. Je savais que j'allais chuter sur ce mot-là. L'interopérabilité, voilà, j'y suis arrivé. En gros, si l'application musique d'Apple permet de contrôler le volume des enceintes via le bouton de l'iPhone, Spotify devrait pouvoir en faire autant. Thierry, tu voulais parler de ce truc-là. Oui, c'est très, très, très mesquin de la part de Apple, parce que là je donne pour une fois raison à Spotify. On joue sur les termes par rapport aux droits et aux devoirs qu'on a quand on développe une app. Et puis, je sais pas, je sens peut-être une veine attaque de Apple contre Spotify pour un petit peu rebooster son service. On parle aussi des podcasts, des applications podcasts, et j'en passe et des meilleurs. Ça devient rude quand même de proposer une app sur l'App Store de chez Apple. C'est quand même pur. On verra comment ça va se passer dans l'avenir avec les App Store tiers. Donc, alternatifs. Alternatifs. On verra ça, évidemment.
L'affaire date de 2023 et l'enquête a été clôturée en novembre dernier, mais on apprend seulement ces jours-ci que des officiers supérieurs ont installé secrètement un réseau Wi-Fi illégal utilisant une antenne Starlink sur le navire USS Manchester, permettant aux officiers d'accéder à Internet pour regarder des films et communiquer, tandis que l'équipage, lui, n'avait accès qu'à un accès limité à Internet fourni par la marine. Cette installation a gravement compromis la sécurité du navire et de son équipage en violation des protocoles de sécurité de la marine. Le premier maître Grisel Marrero, qui a dirigé cette initiative, a été démise de ses fonctions et condamné par une cour martiale. L'enquête a révélé que plus de 15 officiers supérieurs étaient impliqués dans ce projet. Voilà, comme ça, comme quoi, son petit chez-soi sur son bateau, c'est plutôt sympathique, hein. La capsule Starliner de Boeing s'est finalement posée, je vais pas dire reposée parce que c'était déjà bien reposé amarré à l'ISS. Elle s'est posée sans encombre au Nouveau-Mexique, après s'être donc désamarrée de la Station Spatiale Internationale et en laissant à bord de l'ISS ses passagers. On en parlait la semaine dernière. Bien que l'atterrissage se soit bien passé, des problèmes techniques doivent encore être résolus, paraît-il, avant que la capsule ne puisse être certifiée pour des missions régulières avec des équipages de la NASA, de préférence en les ramenant, pas juste en les envoyant. Le retard dans le programme Starliner et les coûts supplémentaires engendrés pourraient menacer l'avenir du projet, alors que la NASA et Boeing doivent faire des choix budgétaires difficiles ces temps-ci. Cependant, compte tenu des investissements déjà réalisés et des besoins futurs, la capsule Starliner pourrait encore avoir ses chances si elle parvient à atteindre la mise en service. Quand même un peu particulier cette histoire. On en parlait la semaine dernière, je vois Thierry voulait rajouter un truc, mais on parlait justement de finalement le fait que SpaceX devenait l'opérateur technique quasi exclusif de la NASA, ce qui est peut-être pas une bonne affaire non plus pour la NASA, apparemment. Mais c'est pas que. Ouais, c'est pas que. Et puis, moi, j'avais une question par rapport à cette news, parce que c'est vrai que, oui, il y a eu des problèmes techniques, mais quand on est, par exemple, chez un Airbus ou chez un Ariane, ou peut-être plutôt Airbus versus Boeing, on peut imaginer que les départements sont pas les mêmes quand tu construis des portes pour des avions versus un véhicule spatial qui va amener des cosmonautes. C'est quand même rude pour la marque qui continue à en prendre, qui prend cher, ouais, effectivement. Et puis comme tu le dis, c'est le tapis rouge pour SpaceX, là, c'est évident. Quel gifle, parce qu'ils vont revenir avec SpaceX, ils vont revenir avec Space Dragon, donc et puis j'ose pas imaginer le coût et tout ça. Oui, bien sûr. Oui. Donc, parce que pour faire revenir les astronautes qui sont restés sur l'ISS, donc au mois de février, ils vont devoir couper dans la mission qui était prévue avec 4 astronautes, pour pouvoir ramener ces deux-ci. Donc voilà, c'est un peu c'est de la coordination un peu particulière dans les transports. Voilà, c'est déjà les premiers embouteillages de l'histoire de l'espace, peut-être. On verra ça pour la suite, évidemment. On poursuit, si vous voulez bien, avec la French Tech qui fait face à une vague de faillites sans précédent ces 18 derniers mois, avec 129 startups qui ont fait faillite. Parmi celles-ci, on trouve des fleurons comme la biotech BioSerenity, le service de scooter électrique CityScoot ou encore le spécialiste de la navigation autonome Navia. Les principales causes de ces faillites sont l'explosion des taux d'intérêt, l'instabilité politique et économique, ainsi que l'anticipation d'une réduction du soutien des pouvoirs publics. On sait que la politique en France, pour l'instant, c'est un petit peu marécageux, on va dire. Paradoxalement, la French Tech continue de croître en termes de chiffre d'affaires, avec une augmentation de 18,6% en 2023 et la création de 8100 emplois. Bien que le pic de faillite semble passer, l'avenir reste incertain pour de nombreuses startups qui peinent à atteindre leurs objectifs. Aurélien, je sais que c'est ton dada, l'entrepreneuriat et les startups en particulier. Tu avais certainement un truc à rajouter. Oui, pour moi, rien d'affolant, si ce n'est que on a connu à l'époque du Covid, là, tout le monde avait, en France, tout le monde avait envie de créer sa boîte et il y a eu un boom énorme. Oui. Et il y a toujours le cap des 3 ans. Le cap des 3 ans, toujours. On lève des fonds une première fois, ça marche pas, on lève des fonds, et puis il y a un moment, voilà. Et le cap des 3 ans, on pivote, on repivote et on redépivote. Et puis on vous appelle la toupie. Voilà, donc, non mais on est au cap des 3 ans. Donc ce pic... Ça c'est logique, oui. Ce pic, je trouve que c'est dans l'ordre des choses. C'est un peu comme la vente des camping-cars d'occasion. Alors là, je suis moins spécialiste.
Ben, parce que c'est la même chose, c'est à peu près la même chose. Il y a plein de gens qui ont fait l'acquisition de camping-cars, de fourgons aménagés, etc. au moment du Covid et qui maintenant s'en sont fatigués et le remettent sur le marché. Et donc il y a un marché de l'occasion qui est fleuri. Il a repris ouais. Et avec un marché du neuf qui a lui explosé en termes de coûts. Mais je m'égare évidemment parce que là on n'est plus du tout. Non. Parce que quand il pivote, il tourne le volant, c'est ça. C'est ça, exactement. Voilà, allez. En 2023, les Américains ont perdu plus de 5,6 milliards de dollars à cause des escroqueries fatigué moi, liées aux crypto-monnaies, soit une hausse de 45% par rapport à l'année précédente, l'année 2022. Les principales formes d'escroquerie incluent les fraudes à l'investissement, les fraudes dans les centres d'appel et les usurpations d'identité gouvernementale. La nature décentralisée des crypto-monnaies et la difficulté de récupérer les fonds volés en font une cible attractive pour les criminels. Le FBI encourage le public à être extrêmement prudent face à toute opportunité d'investissement impliquant donc les crypto-monnaies. Tu voulais rajouter aussi un truc là-dessus, Aurélien, je pense. Oui, j'ai lu l'article et il y a un élément important qu'il faut savoir. Non, il y a un élément important, c'est que le FBI dit que 10% des arnaques sont des arnaques à la crypto, donc arnaques financières sont des arnaques à la crypto. Donc c'est une part relativement faible. Par contre, en volume, c'est énorme. En volume, c'est des milliards. Ouais. Et l'article parle aussi de plein de choses intéressantes, mais malheureusement très tristes. Vous avez une arnaque à la crypto-monnaie, il y a même des boîtes qui sont spécialisées pour vous faire croire qu'ils vont vous retrouver votre arnaque, mais c'est encore une arnaque. Le double effet. Voilà, vous vous faites avoir 10 fois. Enfin, lisez l'article, c'est passionnant, mais malheureusement, enfin, qui n'a jamais vu un ransomware ou n'a jamais à payer en bitcoin. Donc ça va très 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 vite et c'est bien moins loin de vous que vous ne le pensez. Wow. Affaire à suivre parce que ça vient chez nous aussi, il ne faut pas s'étonner, on voit ça régulièrement. Moi je n'ai pas envie qu'elle me suive, mais... Non, moi non plus, qu'elle reste loin de moi. Alors, ça va vous intéresser, je suis sûr. C'est une boutique de jouets intimes, reconditionne des sextoys pour proposer une alternative écologique et durable. Le but est de proposer une alternative de qualité aux jouets venus de Chine qui constituent aujourd'hui 70% du marché. Réjouis, c'est le nom de la boutique, met en place un protocole de désinfection rigoureux, c'est heureux, et sélectionne des jouets fabriqués dans des matériaux sûrs. Réjouis, s'engage en faveur de la durabilité en travaillant sur la réparation et la revalorisation des jouets. Réjouis, il n'y a pas de placement de produit, veut aussi être un médium pour parler de sexualité avec les valeurs et le respect et le bien-être, et en plus de l'environnement. Voilà comment faire du greenwashing. Voilà. Le titre original, c'est du neuf dans l'économie circulaire parce que c'est mieux quand ça dure. Je trouvais que on n'avait pas dit qu'on arrêtait le mais non. Non, mais c'est mieux quand c'est dur. c'est par contre. Non, mais voilà, on a fini avec les brefs de cette semaine. Si vous avez des commentaires à ajouter, vous, de votre côté, n'hésitez pas, sous la vidéo sur YouTube, ou alors via notre newsletter, puisqu'il est possible maintenant de commenter par là aussi, si je ne dis pas de bêtises, ou notre site, lestechno.be, enfin, vous savez tout ça. Roost, je ne sais pas comment on le prononce, ce service. Vous voyez tous ce qu'est TeamViewer, cette application qui permet de prendre la main sur un PC à distance, mais pour pouvoir par exemple faire de la formation ou faire des installations comme on l'a fait nous il y a déjà quelques années, du dépannage et également. Roost, c'est un concurrent quelque part, c'est une alternative, c'est ça, à TeamViewer et ses concurrents? Oui. Et puis, je suis très, très content de partager cette news parce qu'elle vient de chez toi, parce que effectivement, on se partage tout ça et vous retrouvez tout ça, comme tu l'as bien dit, dans l'infolettre, parce que c'est un logiciel que j'adore, parce que il est open source. Déjà, ça fait déjà pas mal de choses. Moi aussi, j'ai testé des outils, j'avais TeamViewer, puis après je l'avais en gratuit, puis après j'ai commencé à payer, puis après ils ont commencé à changer leur politique de prix, puis après j'avais des cheveux, voilà, c'était. Alors au-delà de la séquence vieux con, j'ai pas aimé ce qui est devenu TeamViewer, c'est devenu une usine à gaz, même si
dans l'absolu, c'est encore utilisé, hein, c'est quand même encore un outil pro. Je m'étais mis en chasse d'un outil vraiment open source, et celui-là répond vraiment franchement à toutes les attentes. Alors, certes, dans la version très basique, gratuite, totalement, vous passez par leur serveur. J'ai lu plusieurs articles qui parlaient de lenteur. Alors, je sais pas si notre réseau ici en Suisse est tellement bien fait qu'en fait, il y a pas de souci. Moi, j'en ai jamais constaté. Le seul défaut que je lui trouve, et ça, c'est bien énervant, hein, pour pas utiliser un gros mot, c'est les autorisations qu'il faut chaque fois, débloquer du côté de macOS, puisque c'est au travers des différents parties logicielles du système d'exploitation que ce logiciel va prendre la main sur la personne que vous allez aider. Donc il y a par exemple tous les outils qui sont nommés sur macOS, enregistrement d'écran, ça c'est pour pouvoir voir l'image à distance. Il y a les outils d'assistance, ça c'est pour piloter la souris, les menus, les choses comme ça. Et c'est vrai que ça devient vite prise de tête quand il faut expliquer à quelqu'un d'aller chercher ce logiciel, l'installer, d'autoriser toutes ces étapes-là. Et puis en plus après il faut le numéro plus le mot de passe pour enfin prendre la main sur l'ordinateur distant. On s'en doute, c'est le prix de la sécurité, c'est ça. Voilà, exactement. Oui, alors ça c'est pour le coup c'est très bien fait, puisque voilà, macOS et de plus en plus à vous accompagner pour dire attendez, là ça vient d'un truc tombé du camion, là c'est pas bon, là il me faut des autorisations. C'est quand même bien fait. Et j'ai fait l'expérience dernièrement, c'est pour ça que j'étais ravi de parler de cette news, puisque vous pouvez, comme je vous le disais, utiliser la version gratuite et passer par leur serveur. Donc en gros, vous installez un logiciel client de part et d'autre. Le logiciel client côté personne à aider devient l'émetteur, et le récepteur, c'est celui qui va prendre la main sur l'ordinateur, qui va aider la personne à distance à sortir son souci informatique. Et si vous installez votre serveur, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, entre ces deux connexions, entre ces deux personnes, c'est pas les serveurs de Rostdesk, mais c'est le vôtre, vous pouvez imaginer installer un logiciel beaucoup plus léger, dont j'ai totalement zappé le nom. J'ai été surpris puisqu'en fait, il est autonome, il se lance tout de suite. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à faire ça. Peut-être qu'il est directement enregistré dans le store de chez Apple. Et le truc qui est vraiment bien, c'est que ça ouvre directement une session. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est de connaître le numéro distant pour pouvoir prendre la main, et le mot de passe. Là, l'utilisateur qui doit être aidé ne peut pas le modifier puisqu'il a été émis par le service informatique, la société de maintenance ou le beau-frère qui est en train de vous aider. Et donc ça facilite grandement la chose, ça se fait en quelques clics, et je trouve sympa qu'il y ait cette alternative open source qui tourne d'ailleurs sur d'autres OS. Vous pouvez vous faire plaisir avec un iPad, vous pouvez vous faire plaisir avec un Android, sur Windows, sur Linux. C'est vraiment fluide et ça change la vie. C'est une très très bonne occasion de laisser tomber TeamViewer qui a complètement changé sa politique de prix. Je sais pas pourquoi. Disons qu'ils se sont rendus compte, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres aussi, parce qu'il n'y a pas que TeamViewer. Je pense à Splashtop par exemple, qui sont des applications qui sont plus orientées professionnelles, pour prendre la main à distance, justement, pour faire de la formation, etc., dans des contextes très différents que simplement familiaux, où on va dépanner mamie ou un enfant, ou voilà, à distance, pour lui montrer, voilà. C'est un usage très, très différent. Ici, l'avantage, c'est que, bon, voilà, c'est un peu pour bidouilleur aussi, il faut le reconnaître, mais pourquoi pas, finalement. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien, vite fait, ou pas? Oui, Rust, c'est pas un nom de langage aussi? Ça, c'est une bonne question. Il me semble. C'est possible. C'est pas impossible. L'ami Xavier avait aussi une autre solution open source qui s'appelle DW Agent, si vous cherchez d'autres alternatives.
Oui, il y a aussi des open source. Oui, il y en a plein. Hein. Si on cherche bien, on en trouve. On en trouve. La première que moi j'ai utilisée pour la petite histoire et pour jouer au vieux con, c'était PC Anywhere. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Oh oui. C'était il y a très très longtemps et et on les mettait en cascade en société des fois. On prenait la main sur une machine, qui prenait la main sur une machine, qui prenait la main. Tu cliquais, tu allais chercher ton café, tu revenais, et tout était planté. Donc c'était juste juste parfait. Je me suis trompé de petits sons, mais c'est pas grave. On va passer la parole à Aurélien, puisque c'est toi qui prends la suite. J'ai un peu zappé, moi, dans ma conduite, je suis un peu perdu. Aurélien, pour parler d'un troisième pouce. Ce qui est toujours très très utile pour déboucher les bouteilles, par exemple, à une main. Exactement. Mais qui a besoin d'un troisième pouce, Aurélien? S'il te plaît, dis-nous vite. Alors, déjà, je remercie Sébastien d'avoir partagé la news, qui n'est pas toute neuve. J'ai un peu cherché, a priori, les premiers prototypes sont arrivés en 2017, c'était assez ancien. Mais il y a eu du nouveau, et c'est pour ça qu'il y a eu un article. Je vais en parler. Donc, c'est des chercheurs de l'University College London en sciences cognitives, Danny, Claude et Tamar Makin, qui bossent sur ce truc-là. Et j'ai trouvé ça marrant, pas pour la partie tech et la partie mécatronique de la chose, qui est assez simple, mais plus sur la partie cognitive. Simple pour toi. Alors, pour expliquer, sur votre main droite, vous avez le pouce à droite. Oui. Et donc, l'idée, c'est d'avoir autour de la paume de la main un petit bandage qui vous ajoute sur la gauche de votre paume un autre pouce. Donc vous avez un pouce des deux côtés de la main. Oui. Et donc le prototype existe et il est donc dans le pouce secondaire, il y a deux moteurs, un pour la phalange et un pour le doigt et un pour la phalange. Qui sont pilotés par des capteurs qui sont sous les orteils. C'est-à-dire que vous avez sous l'orteil des capteurs qui vous permettent de serrer d'actionner le premier moteur ou le deuxième moteur et avec des commandes proportionnelles. C'est vrai que ce serait contre-productif de commander ce doigt à la main, parce que tu utilises un doigt pour commander un doigt. Et donc, il y a eu une exposition scientifique cet été au Royal Society of Londres où 600 personnes ont pu tester cette main. Alors, ils l'ont testé non pas en instrumentant des choses sur leurs orteils, ils ont mis juste des sortes de pédales au niveau des pieds. Et le système n'était pas sur batterie pour pouvoir le faire tester à large échelle. Et ce qui est intéressant, déjà c'est tout ce qu'on peut imaginer et ce qu'on peut faire quand on a 2 pouces. Par exemple, on peut prendre une bouteille et la dévisser avec le pouce restant et l'index restant. On peut faire tout un tas de choses qu'une main normale ne peut pas faire. Par exemple, souder. Moi, aujourd'hui, j'ai encore soudé 2 fils bout à bout. Le fer à souder, l'étain et tenir tout le machin, c'est impossible. Vous avez besoin de vos 2 mains. Forcément, ça peut aider des tâches du quotidien pour des personnes valides, mais ça peut également aider des gens non valides qui n'auraient pas l'usage que d'une main. Et ce qui est très intéressant, et ce que vous pourrez lire dans ce que je vous ai échangé, y compris les vidéos, c'est la faculté qu'a l'homme de s'approprier un nouveau membre, je vais dire ça comme ça, et à la plasticité qu'a le cerveau pour intégrer un nouveau membre et trouver les solutions aux problèmes qu'il rencontre et à trouver les habiletés pour commander ce nouveau dispositif, ce qu'on veut. Franchement, j'ai trouvé ça marrant à la première lecture, et en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis, mais en fait, il y a plein de situations, souder un fil, où on n'a pas assez de nos 2 mains, et on utilise des trucs, des supports, des pinces, tout ça, et en fait, peut-être que
avec un peu d'entraînement, et a priori, ça se fait en quelques dizaines de minutes. On peut arriver à piloter à une sorte d'aide du corps humain qui et faciliter le quotidien sur beaucoup de points de vue. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres expérimentations sur... Est-ce que... Je n'irai pas jusqu'à troisième bras, mais d'autres expérimentations. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les mains où on pourrait s'aider comme ça? Des prothèses, on en voit régulièrement. On l'a encore vu récemment aux Jeux Paralympiques. On fait des trucs formidables maintenant pour des gens qui ont perdu un membre, que sais-je. Mais en rajouter un alors qu'on est complet, j'ai envie de dire, qu'on est correctement équipé, je trouve ça, c'est un peu particulier. Si tu me dis que l'adaptation se fait super rapidement, tant mieux. J'ai envie de dire, mais est-ce que l'adaptation, quand on perd un doigt, un pouce en l'occurrence, est-ce que l'adaptation se fait aussi vite? J'en doute, personnellement, mais voilà, mais je trouve ça étrange. Alors, il faudrait le voir fonctionner, effectivement. Il faut le voir porter sur soi, comme on dit quand on ne sait pas. Mais c'est quand même très, très particulier. Je ne sais pas ce qu'en pense Thierry. Est-ce qu'un membre... Non, un doigt supplémentaire... dès que tu as parlé d'ouvrir une bouteille, d'ouvrir une bouteille, ça m'a parlé. Ouais. Non, je suis dubitatif. Voilà, j'arrête pas de secouer le micro, désolé. Ouais. Je suis dubitatif parce que... ça m'amène à réfléchir sur effectivement tout ce qui a été fait sur l'augmentation de l'être humain. Je trouve ça assez intéressant. Là où ça pourrait être très très prometteur, c'est qu'on n'ait plus besoin du capteur dans la chaussure pour le doigt de pied, puis qu'en fait c'est embêtant quand on marche. Quand on marche, t'as ce pouce en plus qui se replie chaque fois que tu fais un pas. C'est un peu spécial. Pour porter une planche. Je me réjouis de voir ça interfacé avec le cerveau, par exemple. T'imagines, il y en a qui attendent. Mais pourquoi... Alors, on peut se demander pourquoi l'homme n'a pas évolué vers ça, du coup, et pourquoi nous, on est obligé de l'inventer. Ah, mais alors, il y a un truc, on va pas épiloguer là-dessus, parce que moi, j'ai pas les refs là tout de suite, mais il paraît que, et c'est d'ailleurs ce vers quoi sont allés les Japonais avec ce produit qui fera repousser les dents, c'est très sérieux, c'est que l'être humain, il est un peu comme un lézard. Il y a très longtemps, je sais pas sous quelle forme, on avait la faculté de voir repousser certaines parties de notre corps, comme c'est le cas chez certains animaux. Moi, je trouve ça intéressant, c'est d'imaginer que ça soit possible de, par exemple, faire repousser un bras, les os, les nerfs, les trucs comme ça. On le voit dans la science-fiction, mais pourquoi pas aller vers ça? Faut être honnête, à certaines périodes de l'année, si tu vas sur certaines plages, tu vas voir que l'être humain redevient lézard. Oui, pas pour les mêmes raisons. mais pas effectivement pas pour les mêmes raisons. On a fait le tour de la question, c'est intéressant, mais ça mérite réflexion. Effectivement, t'as raison, Aurélien. Et si l'occasion se représente, n'hésite pas à nous présenter autre chose. Je sais pas, un troisième doigt, un sixième doigt de pied, ou une deuxième langue, ou un troisième nez, ou que sais-je encore. Deuxième cerveau. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est un coup d'œil dans le rétroviseur de l'histoire. Il y a déjà 39 ans, quasiment jour pour jour, un événement a conduit à la transformation d'Apple au point d'en faire l'un des géants de la tech. En 1985, une nouvelle inattendue. Steve Jobs, cofondateur d'Apple Computer, démissionne de l'entreprise qu'il avait contribué à créer dans un garage de Californie 9 ans plus tôt. C'est une décision qui marqua la fin d'une ère tumultueuse chez Apple et le début d'un exil de 12 ans pour Jobs avant son retour triomphal en 1997. Pour comprendre les raisons de cette démission, il faut revenir sur le contexte de l'époque. En 1985, Apple était une entreprise en pleine croissance mais aussi en pleine crise. Le Macintosh, lancé en 1984 en grande pompe, ne rencontre pas le succès commercial escompté. Les ventes sont décevantes et l'entreprise commence à ressentir la pression financière. Au sein d'Apple, les tensions sont également palpables. Steve Jobs, alors âgé de tout juste 30 ans, est connu pour son style de management chaotique et parfois même brutal.
Son perfectionnisme et son caractère difficile créent des frictions avec de nombreux employés et cadres de l'entreprise. John Sculley, ancien dirigeant de Pepsi que Jobs a lui-même recruté comme PDG d'Apple en 1983, s'inquiète de l'impact du comportement de Jobs sur l'entreprise. Les deux hommes, autrefois alliés, se trouvent de plus en plus souvent en désaccord sur la direction stratégique d'Apple. La situation atteint son paroxysme en mai 1985. Jobs, qui dirige alors la division Macintosh, propose un plan de restructuration qui aurait écarté Sculley de la direction opérationnelle. Sculley, apprenant ce projet, en informe le conseil d'administration. Ce même conseil, face à ce qui s'est apparenté à l'époque à une tentative de coup d'État interne, choisit de soutenir Sculley. Jobs fut démis de ses fonctions opérationnelles et relégué à un rôle de président du conseil, une fonction largement honorifique et symbolique. Pendant les mois qui suivirent, Jobs se retrouva de plus en plus isolé au sein d'Apple. Privé de tout pouvoir réel et marginalisé dans l'entreprise qu'il avait cofondée, il prit finalement la décision de démissionner en septembre 1985. Dans sa lettre de démission, Jobs s'est expliqué par ces mots. « J'ai dû faire face au fait qu'Apple a grandi et que moi avec. Un changement était nécessaire. En ce moment, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis encore jeune, j'ai encore quelques décennies devant moi pour créer quelque chose de nouveau. » Mais au-delà des conflits personnels et des luttes de pouvoir, la démission de Jobs a révélé, à l'époque, des divergences fondamentales sur l'avenir d'Apple. D'abord la vision du produit. Jobs voulait se concentrer sur le Macintosh et les ordinateurs personnels, tandis que Sculley, lui, cherchait à diversifier les produits Apple. Ensuite, la culture d'entreprise. Jobs privilégiait une approche axée sur l'innovation et la prise de risque, alors que Sculley favorisait une gestion plus traditionnelle et orientée vers les profits à court terme. Et enfin, le style de leadership, le style charismatique mais imprévisible de Jobs contrastait avec l'approche plus structurée de Sculley. La démission de Jobs eut des répercussions importantes. D'abord pour Apple. L'entreprise perdit son visionnaire et entra dans une période difficile, marquée par des produits moins innovants. Alors oui, le PowerBook sorti en 1991 a eu un succès certain, mais le Newton, l'assistant personnel sorti en 93, le QuickTake, appareil photo numérique, 94, ou encore la Pipin, une console de jeux développée par Apple et commercialisée par Bandai en 1996, ce sont des technologies qui sont tombées dans les oubliettes de la tech. Cette démission marque aussi le début d'une période où Apple perd en popularité et en part de marché. La cotation boursière d'Apple atteint son point le plus bas au début de 1997, avec une valeur d'environ 14 $ par action. Pendant ce temps, Jobs fonde Next Computer en 1985 et rachète ce qui sera Pixar l'année suivante, deux expériences qui enrichirent considérablement sa vision et ses compétences en management. La démission de Steve Jobs en 1985 fut le résultat d'un mélange complexe de facteurs personnels, stratégiques et organisationnels. Elle marqua la fin d'une époque pour Apple, mais aussi le début d'un parcours qui allait transformer Jobs. Son retour en 1997 et la résurrection spectaculaire d'Apple qui s'ensuivit montrent à quel point cette période d'exil fut cruciale dans la formation du leader visionnaire qu'il devint par la suite. Ironiquement, c'est cette décision de recruter Sculley qui a finalement conduit à l'éviction de Jobs d'Apple 2 ans plus tard. Cela montre à quel point les relations professionnelles peuvent évoluer rapidement dans le monde des affaires. Cette histoire nous rappelle aussi que même les plus grands entrepreneurs peuvent connaître des revers, mais que ces échecs peuvent aussi être le terreau de futures réussites encore plus grandes. Sans la démission de Steve Jobs et son retour en grâce 12 ans plus tard, quasiment jour pour jour, il manquerait peut-être une lettre à l'acronyme GAFAM. Ça te donne à réfléchir. Je ne sais pas si l'un de vous a un commentaire à ajouter, opinion du chef ou non. Non, c'est vrai. C'est la conclusion, elle est évidente. C'est effectivement que avec le recul, on voit que c'était réellement bénéfique, salutaire.
Moi, je me rappelle tous ces innovations, ces tentatives d'innovation, 1200 balles à l'époque, 1200 francs suisses pour un Newton. Ça me fait toujours mal de revenir là-dessus. Mais en même temps, il a servi l'iPhone, il a servi à plein de choses. Next, il est parti sur du Unix System 5, qui allait devenir les prémices de macOS. Quand on revient sur les anciennes versions de macOS, les systèmes neufs, avant justement le Unix, on voit que maintenant tout ça tient dans un navigateur, que c'était léger, mais que c'était très buggé, que c'était chaud. Il a eu le Funny aussi pour Pixar. Maintenant, ça enlève rien pour le personnage. Hein. Il a été traité de sale con pendant longtemps. Oui, bon, ça c'est une autre affaire. C'est pas le sujet. Non. Non, mais par rapport aux répercussions. Voilà. T'es coupé la chic. T'as fait fini. Oui. Oui, voilà. On aura encore l'occasion d'en reparler. Aurélien, tu voulais nous parler de l'évolution des vélos à assistance électrique. Tu as fait une rencontre. Dis-nous en plus. Comment comme je l'ai dit la dernière fois que je suis venu au Techno, ça bouge beaucoup en ce moment au niveau technologique dans les vélos à assistance électrique. On voit l'apparition de DJI et autres. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'aller voir Zigor Garat, qui est senior product engineer chez Decathlon, et de lui poser des questions sur de quoi on est parti, où on en est et quel serait le futur. Et pour ce faire, direction Lille. Ici, c'est le centre de conception de Decathlon dédié au vélo et à la mobilité au niveau plus large, mais dédié au vélo. Donc, on est la création de l'offre et tous les centres de conception des vélos produits finis, donc un vélo complet avec les deux roues qui vont bien, et aussi des composants liés à ces vélos. Ici, c'est les bureaux centraux. Après, on est répartis aussi partout dans la planète, mais ici, on va dire, c'est les gros cerveaux. La R&D. Il y a encore une partie production ici ? Oui, on a la chance d'avoir une usine de production juste à la fin de notre super édifice. Donc, on fait, on va dire, en gros, les vélos haut de gamme. On les fait ici en France. Et on produit aussi nos propres moteurs électriques au bout du bâtiment. Alors, il y a les vélos à assistance électrique chez Decathlon, c'était apparu il y a 10-15 ans. Et comment c'est arrivé et par quel bout vous avez commencé à prendre cette problématique ? Il y a eu de grosses discussions il y a très longtemps pour savoir si un vélo électrique c'était du sport ou pas. Decathlon, c'est une marque de sport, c'est une entreprise qui fait des produits de sport. Donc, est-ce qu'un vélo électrique c'est du sport ou pas ? À un moment, on s'est dit, oui, c'est du sport. En vélo électrique, il faut pédaler quand même pour que le vélo avance. C'était en 2010 qu'on a commencé à travailler les premiers vélos électriques très villes. À l'époque, c'était un moteur moyeu avant. C'était juste une déclinaison, un équipement d'un vélo, on va dire, très traditionnel. C'était un équipement de plus, une option, on va dire. C'était un moyen en plus, ouais. Avec une batterie en plus. Donc, tout était apparent, bien sûr. Tous les câbles, tout était apparent. Donc, il y avait un capteur certainement au niveau pour le pédalage, pour savoir si la personne pédalait, qui permettait d'enclencher ce fameux moteur moyeu. C'est ça. Sur les premières générations, c'était des capteurs de pédalage. Donc, il n'y avait pas une gestion du couple. C'était juste, vous pédalez, en fonction de votre cadence, on va vous mettre plus ou moins d'assistance. C'était des vélos qui consommaient énormément parce que rien n'est optimisé. Donc, ce n'est pas l'effort du cycliste qui fait l'assistance, c'est juste l'effet de pédaler ou pas. Oui, c'est binaire. C'est très binaire, avec des capteurs de cadence à l'époque, juste un point. Donc, une seule capture des fréquences à chaque coup de pédalage. Maintenant, même les capteurs de pédalage sont beaucoup plus évalués. Et ça fait longtemps qu'on est passé à des capteurs de couple sur la plupart de nos vélos parce que ça permet d'avoir une assistance beaucoup plus naturelle, quel qu'il soit un vélo à moteur moyeu ou à moteur central, c'est plus facile, c'est plus naturel d'assister avec un capteur de couple. Alors justement, parlons de ces différentes façons, ces différentes technologies qu'on a de faire d'un vélo à assistance électrique. Hein. On a parlé des moteurs qui remplacent les moyeux, donc on change la roue pour avoir une roue avec un moyeu qui a un moteur électrique. Alors, il y a encore différentes catégories dans ces moyeux-là. Hein. On a des moyeux avec des réducteurs, des moyeux sans réducteur. Et puis, on a les moteurs boîtiers au niveau du boîtier de pédalier. Donc là, c'est un peu plus complexe que le cadre doit être dimensionné spécialement pour accueillir ce moteur au niveau du boîtier de pédalier. Si je
voilà, si je te posais la question pour des néophytes, quelles sont les différences au niveau de l'usage? Quelles sont les différences au niveau de la technologie? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions? Historiquement, les premiers, c'était les moteurs moyeux. Historiquement, sur les moyeux avant. On a vite arrêté parce que c'est pas très drôle à piloter. C'est un vélo qui va tirer de vous, il va rallonger les virages, donc plus difficile à manœuvrer. Donc vite, on est passé à des moteurs moyeux arrière qui sont très bien pour la ville, des usages, on va dire, où les chocs ne vont pas être très forts. Donc en usage VTT, si on met un moteur sur le moyeu, il va vite succomber aux maltraitances du VTT. Par contre, pour la ville, ça reste un moteur moyeu, il est très, très adapté. Ça permet d'avoir une douceur d'assistance parce on peut travailler beaucoup plus finement les démarrages. En fait, on peut faire avancer le vélo un peu plus quand on commence à pédaler, mais sans devoir passer beaucoup de force sur la chaîne. Donc, on peut commencer à faire des choses comme ça. Et aussi, ils sont, par exemple, très adaptés au cargo. Parce qu'on peut facilement lui faire une marche arrière dans un vélo qui est rechargé. Sur un moyeu, on peut le faire. Sur un moteur central, c'est bien plus compliqué. Donc, très adapté à un milieu, on va dire, urbain, pas très accidenté, urbain, qui va très bien. D'accord. Dès qu'on va arriver sur des vélos qui doivent rouler à beaucoup plus d'autonomie, par exemple, ou sur des terrains beaucoup plus accidentés, on va passer à des moteurs centraux. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir la finesse d'assistance agrandie. Donc, on va venir juste assister au bon moment sur des vélos beaucoup plus sportifs. C'est la force du client qui va clasher l'assistance. Voilà, en fait, on dit parfois que ce genre de moteur boîtier, moteur centraux, hein, c'est au centre du vélo, hein, c'est moteur boîtier de pédalier, sert à faire une amplification du couple de l'utilisateur. C'est-à-dire quand l'utilisateur met par exemple n'importe quoi 20 kg sur sa pédale, et le mode dans lequel vous êtes va faire que le moteur va se comporter comme un amplificateur de couple et va mettre K fois 20 kg virtuellement sur votre pédale. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, d'une manière générale, on va aller jusqu'à 400%. 400% d'assistance. Les nouveaux vélos, on les a vus en venant dans ces salles de réunion. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier et comment l'intégration se fait des éléments électriques dans le vélo? Sur les vélos, on peut faire un peu l'analogie à l'automobile électrique. Parce que beaucoup de marques impliquées là-dedans sont les mêmes, donc qui viennent de l'automobile. Donc il y a beaucoup, Bosch, ZF et d'autres. Donc il y a beaucoup de ponts qui se font sur ces deux marchés-là. Donc on va dire d'abord, la première chose qui est arrivée, c'est l'amélioration des batteries. Les premières batteries, elles ne duraient pas très longtemps. Là, aujourd'hui, on a des batteries en lithium comme les automobiles, avec les mêmes types de cellules. Ce que vous trouvez aujourd'hui sur une voiture électrique type cylindrique, c'est les mêmes sur les vélos. Donc avec tout ce que ça a apporté, en gain en capacité, en diminution du poids, en augmentation de la durée de vie. Au niveau batterie, là, où ça va partir, ça va être dans les temps de charge. Par exemple, il y a des vélos qui commencent à charger beaucoup plus vite qu'avant. Aujourd'hui, un vélo, c'est entre 4 et 6, 7 heures de charge. On va arriver les premiers avec 2-3 heures et bientôt, dans le futur, ça sera à 10 minutes. C'est la même chose, le parallélisme avec la voiture. Sur les moteurs, il y a énormément de développement sur les moteurs centraux. Justement pour ça, pour avoir la meilleure autonomie, la meilleure qualité d'assistance, on va travailler sur le rendement. Le rendement, la première chose, c'est l'efficience du moteur. Donc, c'est des moteurs qui sont beaucoup plus efficients, qui vont gérer beaucoup mieux la température. Dans une voiture, il y a toujours des radiateurs pour refroidir. Sur un vélo, non, il n'y en a pas. Souvent, c'est l'air qui arrive. Donc, on va travailler l'efficience pour gérer la température. On va travailler le poids. Un vélo, sur tout véhicule, les poids... C'est l'ennemi numéro 1. C'est ça. Moins on a, mieux on se porte. Donc, on va travailler beaucoup le poids. Et aussi, on est en train de travailler sur le couple. Il nous faut un vélo. Il va travailler à des cadences de pédalage faibles si on compare à une voiture. On va parler, pour un sportif, ça va être du 90 de moyenne. En mission lambda, c'est 60 tours par minute. Les moteurs électriques ont du mal à travailler à faible cadence. Donc, les moteurs, ils n'aiment pas ces cadences-là. Donc, il faut mettre des réducteurs. Et des réducteurs, comme aujourd'hui, au départ, ils étaient mécaniques. On va arriver à un autre type de réduction. Tout à fait. Et alors, donc, de plus en plus maintenant, quand vous concevez un vélo qui sera à assistance électrique, les éléments sont de plus en plus intégrés. Par exemple, on sait très bien que la batterie maintenant est intégrée dans le cadre et de plus en plus de fonctions ne sont plus des options qu'on vient rajouter ou greffer sur le vélo, mais intégrées.
Pour qu'un vélo fonctionne bien, il faut que tout l'ensemble soit le plus cohérent possible. Par exemple, les moteurs, plus il est petit, plus c'est facile à mettre sur un vélo. La batterie, c'est pareil, plus elle est petite. Mais aussi, on va jouer avec l'écart pour englober tout ça, pour donner plus de rigidité, par exemple. Quand on a un petit tube, qu'on va rajouter une batterie, c'est quelque chose qui est en train de... il pend, donc il génère des inerties qu'on n'aime pas. Dès qu'on l'intègre à l'intérieur, on vient tout englober. Donc on améliore énormément le comportement du vélo, en plus de le faire beaucoup plus joli. Dernièrement, on est en train d'aller très très loin. Jusqu'à maintenant, c'était facile de remplacer une batterie. Là maintenant, il y a des vélos, il faut sortir le moteur pour sortir la batterie. Là, peut-être qu'on est en train d'aller un peu trop loin. Nous, pour l'instant, c'est pas un schéma qu'on suit. Mais on va dire que ça, c'est l'intégration, c'est une des évolutions sur les vélos qu'on voit depuis déjà quelques années, qui va continuer comme ça. Et notamment sur des choses qu'aujourd'hui n'étaient pas trop intégrées. Par exemple, les displays, les écrans. Jusqu'à maintenant, c'était encore un rajout sur les cintres. Là, maintenant, on commence à le mettre sur l'écart. J'ai vu des marques qui font ça. C'est sur le tube horizontal du cadre. On a juste à baisser la tête et on peut lire notre display. Et en plus, ils sont plus protégés en cas de chute. Bon, le câblage est à l'intérieur. C'est ça. Tout ce qui est câblage, c'est de plus en plus intérieur. Tout câble qui est à l'extérieur, ça va déjà générer des complexités d'homologation par... RED, des choses comme ça. Donc on va tout intégrer à l'intérieur. Et aussi, ça permet de gagner une durée de vie. Un câble qui est à l'extérieur, il est très exposé, on peut l'arracher rapidement. Une fois que c'est à l'intérieur, on peut l'oublier. Sujet suivant, je voulais parler de toutes ces nouvelles innovations qu'on voit, et puis qu'on voit même chez Decathlon, puisque vous avez récemment sorti un vélo qui aura une boîte de vitesse. Alors, je te laisse nous expliquer un petit peu ce principe. Oui, aujourd'hui... Un vélo électrique, c'est très complexe. Il y a beaucoup de clients et beaucoup d'utilisateurs qui ont peur de la bête. Il y a beaucoup de choses. Donc, on a travaillé à intégrer les fonctions les plus profondément possibles. Une d'elles, c'est la transmission. Vous connaissez tous les vélos avec le dérailleur à l'arrière, une chaîne qui est apparente, qui est sale parce qu'elle est très exposée. Dans le passé, il y avait déjà des boîtes de vitesse d'un vélo où la transmission s'est intégrée au niveau du pédalier. Historiquement mécanique, donc comme on voit des voitures, c'est exactement ça, ou directement dans le moyeu comme les Nexus. Nous, on a pris une autre voie, donc nous, on travaille sur l'intégration de la voie de vitesse d'une manière, on va dire, différente. En fait, on a un variateur, c'est un variateur c'est deux moteurs qui font office d'un variateur. Donc on va avoir un moteur d'assistance électrique et un deuxième qui va juste faire varier les ratios de la transmission. En fait, pour expliquer un petit peu, aujourd'hui, un vélo standard, on a un certain nombre de vitesses qui font un certain nombre de rapports de réduction qui sont discrets. C'est ça. On peut pas, on peut les choisir, mais c'est exclusif. J'ai un rapport, point barre. Ce que tu expliques là, c'est une boîte de vitesse à variation continue, c'est-à-dire qu'on peut aller d'un rapport à un autre en passant par toutes les valeurs qui... C'est ça, on a un mini-maxi qui est défini, mais tout ce qui est entre les deux, c'est infini. C'est infini. C'est infini. Et donc, pour l'utilisateur, ce type de vélo, c'est quoi l'intérêt? Pour la ville, par exemple? Pour la ville, par exemple, l'intérêt, c'est qu'on oublie qu'on a un vélo électrique, on oublie qu'on a une transmission, on fait juste pédaler et le vélo s'adapte automatiquement. En fonction de notre cadence de pédalage, il va fournir l'assistance qu'il faut bien. En cas de montée, il va s'ajuster directement. Il va passer les vitesses tout seul, oui. C'est ça. Comme c'est un variateur, il va les faire d'une manière très douce. Il n'y a pas d'écran entre les vitesses, c'est juste... Donc il n'y a pas de saut au pédalage, c'est très aucun saut, c'est très doux. C'est ça. Il ne faut pas délester non plus la charge sur les pédales pour chercher une vitesse. Sur certains des vitesses, il faut délester pour qu'il puisse changer proprement la vitesse. Et à chaque fois qu'il y a un changement de vitesse sur une boîte mécanique, il y a toujours un moment de charge qui va venir, qui peut l'endommager. Si on fait un changement de vitesse de manière sur des fortes charges, brusque, une grosse pente, il peut amener à s'endommager. Avec un variateur que nous on a avec deux moteurs électriques, en fait, il n'y a pas ces crans-là. Tout est très doux. D'accord. Donc à rouler, c'est vous enforchez votre vélo, vous touchez à rien, le vélo il fait tout ce qu'il doit faire, vous profitez du parcours et de regarder à côté. C'est pour une utilisation urbaine Pour le moment, c'est urbaine. On travaille à l'appliquer aussi sur d'autres segments que l'urbain. D'accord, très bien. J'ai vu aussi l'apparition de technologies très
typé automobile, l'ABS par exemple, maintenant qui apparaît sur les vélos. Oui, comme je disais, il y a beaucoup de ponts entre l'automobile et les vélos, aussi de la moto avec les vélos. L'ABS par exemple, il vient pas directement de l'automobile, c'est plus ce qui s'est fait sur la moto. Donc on a les mêmes types de capteurs, les disques troués, avec la même philosophie de la moto. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien sur la ville, comme sur la moto, ça fonctionne très bien sur la route. Au niveau VTT, c'est un peu plus complexe, parce qu'on utilise les freins de manière très différente. Donc pour l'instant, c'est très adapté à la ville. C'est en plus indéniable, vous roulez comme aujourd'hui ici qu'il pleut, c'est pas grave, vous pouvez freiner, les vélos, il va gérer. Jamais ça patine. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Donc ça arrive très bien. De l'automobile c'est arrivé, c'est les technologies 48 volts par exemple. Jusqu'à maintenant, les vélos, il était commencé en 24, il était passé en 36. Comme l'industrie automobile a fait énormément d'investissements sur les 48 volts pour faire l'hybridation sur les voitures, ils ont fait un transfert de technologie. Les composants sont prêts pour l'automobile, donc forcément, ils sont disponibles maintenant. L'automobile a fait les investissements pour le vélo et du coup... Oui, et ça a été toujours comme ça. Un premier équipementier au niveau vélo, les moteurs qu'il y avait dedans pour les vélos, c'était les mêmes qu'il y avait sur la vitre un essuie-glace d'une voiture. Donc c'est la technologie qui s'y prête bien et que surtout ça permet dans le monde automobile de faire arriver de nouveautés sur les vélos à un moindre investissement. Donc qui est très bien pour le monde du vélo, c'est plus accessible. Au mieux de suiveur que leader. Après, les vélos, le monde automobile, il doit aussi beaucoup au vélo. Les roulements viennent du monde du vélo, pas du monde automobile. C'est l'automobile qui a profité. Donc, c'est bien qu'à un moment, il y ait un retour. Un retour, d'accord. Et puis, le dernier grand chapitre des innovations sur le vélo, c'est tout ce qui est connectivité qui accroît la sécurité, le risque, qui diminue le risque de vol et tout. Donc, ça, je te laisse... Donc aujourd'hui, la connectivité, ça permet que le vélo communique avec tous ceux qui l'entourent. Par exemple, une fonction d'antivol. Aujourd'hui, on peut installer un tracker. Certains vélos sont équipés d'un tracker. En cas de vol, à distance, le client il peut bloquer son vélo ou il peut délimiter une zone. Le vélo, dès qu'il va sortir, il est bloqué. Donc ça c'est un exemple. D'autres exemples, ça peut être aussi les mises à jour. Avant, il fallait connecter un câble pour faire une mise à jour. Donc, c'était un peu compliqué. Là, aujourd'hui, ça peut se faire directement. Et les clients, ils sont autonomes pour faire la mise à jour. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Aussi, tout cela qui est la connectivité, lié à toutes les capacités de calcul qu'on a aujourd'hui, ça va permettre que le vélo apprenne de son utilisateur et s'adapte encore plus à lui. Par exemple, on parlait de cadence de pédalage. Nous, on va faire un preset, on va dire. On a pensé que le client il va rouler à 60 tours par minute. Bon, le client il fait 65. Le vélo, petit à petit, il va prendre. Et au bout de quelques semaines, dans les settings, on verra plus 60, on verra 65 parce que c'est ce qui est le mieux pour les clients. Et ça lui fera gagner en autonomie, par exemple Ça lui fera gagner en autonomie. Il va sentir que son pédalage il est plus naturel pour lui. D'accord. C'est pas l'utilisateur qui va s'adapter, c'est le vélo. C'est le vélo, d'accord. Donc en fait, il y a un algorithme qui converge, qui apprend de l'utilisateur et qui converge vers une solution qui est plus optimale pour lui, en ressenti, en autonomie. Un vélo connecté aussi, il va savoir, en fait, on pourra pré-travailler un parcours sur son téléphone, l'injecter sur le vélo, il va se gérer tout seul, les vitesses, les numéros d'assistance, tout ça, parce qu'il sait où il est, il sait suivre une trace. Et je peux lui dire, demain je vais faire 100 km, ma batterie, je pars à 100%, tu gères ma batterie pour qu'il m'en reste dans les derniers kilomètres. Oui, c'est une dernière fonctionnalité qui est arrivée sur certains de nos vélos, c'est on va préparer un parcours, 100 km. Déjà, on va lui dire, écoute, avec les vélos que tu as oublié de le brancher le soir, donc désolé, tu ne pourras pas faire 100, je te propose de faire 60. Mais sinon, oui, on peut lui dire, ok, je vais arriver avec un peu de batterie. Donc, le vélo, il va se gérer pour arriver avec un peu de batterie. Et là, c'est l'utilisateur qui va devoir donner un peu plus d'effort de pédalage, un peu moins en fonction du parcours pour y arriver. Eh bien, très bien, très, 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 très enrichissant. Alors, on peut le voir là, dans ces applications, il y a beaucoup de technologie, beaucoup de mécanique, beaucoup d'électromécanique, il ne faut pas l'oublier, beaucoup d'informatique. Et donc, c'est très enrichissant tout ça. Merci à toi, Igor, pour cette interview.
Et puis, un plaisir de pouvoir discuter avec toi encore de ces sujets passionnants. Merci. Et merci à vous deux, ainsi qu'à j'en perds mes mots. À Sébastien, oui, tout d'un coup je perds le fil. À Sébastien Stormac qui a fait la prise de son et une partie du montage de cette séquence. Passionnant, hein. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, mais on ne se doute. Enfin, en tant que technophile, on y pense, mais on ne se doute pas à quel point il y a une somme de technologie et que c'est en constante évolution dans cet appareil finalement tellement banal qu'est le vélo, j'ai presque envie de dire, qu'il n'est plus du tout banal, ne serait-ce qu'au niveau du prix. C'est ça qui est assez étonnant. Tu parles du prix. Tu parles du prix, mais là, dans les explications effectivement de Zigor, c'est que on voit pourquoi certains vélos vont coûter plus cher que d'autres, parce que effectivement cette technologie va aider des choses. C'est pas juste un moteur, une batterie et puis des roues. C'est bien plus. Moi, je suis épaté de voir qu'on arrive continuellement à innover dans un truc qui a, je sais pas, des centaines d'années, le vélocipède. On est loin du Grand Bi, hein. Oui. Ouais. Ou de la Drésienne. La Drésienne, voilà, je cherchais la Drésienne. Ouais. C'est ça. Merci. Bon, je vois surtout que ce sont des passions. Excuse-moi. Oui. Je vois surtout que ce sont des passions très marquées en Belgique et en France. Oui. C'est quand même des pays un peu plats. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est surtout aux Pays-Bas, plutôt. Oui, aussi. Mais voilà. Merci en tout cas, Aurélien, pour cette rencontre. Et c'est ici que s'achève tout doucement cet épisode. Bah oui, c'est comme ça. Toutes les bonnes choses ont une fin, sauf le saucisson, qui en a 2. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Passez une très très bonne semaine. On va se retrouver la semaine prochaine. Je voulais juste encore rappeler que nous avons maintenant une infolettre, une newsletter en bon français, qui vous permet d'être tenu au courant de notre veille technologique. On vous l'a dit, on partage entre nous durant toute la semaine flopée d'informations plus intéressantes les unes que les autres, mais dont on n'a pas toujours le temps de parler dans nos épisodes. Et on vous partage via cette infolettre les liens vers les articles qui nous ont un peu stimulés, et donc il suffit de vous abonner, un seul mail par semaine, donc pas de spam, et là-dedans aussi, quand on a des informations à faire passer sur la vie du podcast de manière générale, on le fera également, et puis vous êtes en plus notifié de la sortie de l'épisode de chaque semaine, comme ça vous n'oubliez pas de télécharger l'épisode ou de passer sur votre application de podcast favorite ou d'aller sur YouTube pour la regarder. Est-ce que l'un de vous a un truc à rajouter pour sa défense avant que je pousse sur le bouton générique fin? Je vais aller me coucher avec un bon grog. Voilà. Du miel, abonnez-vous, etc. Et merci à tous les deux et à très très bientôt. Salut.